Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va être dédié à l'intelligence artificielle au service des startups chez OVH Cloud. Vous allez voir que on a pas mal de choses. Alors, j'essaye de passer ma slide parce que évidemment, ça ne passait pas comme je voudrais. Donc aujourd'hui, on va parler de ça pendant presque 2 heures. On va faire 1 heure et demie, je pense, vu le nombre d'intervenants qu'on est. Et on va commencer avec Jean-Louis Keguiner, notre Head of Artificial Intelligence Data, un titre qui en dit long. Juste pour vous résumer, donc on commence là avec Jean-Louis. Ensuite, on aura Bastien et Guillaume qui vont nous parler de tous les produits justement qui viennent d'être lancés chez OVH Cloud. Et on continuera avec Stéphanie Hospital, qui est une VCs et qui est à la tête de One Ragtime, le fonds, et qui, elle, viendra parler de la vision et de l'investissement dans l'IA en 2021 chez les VCs. Est-ce que c'est le bon moment d'avoir une start-up et d'aller demander des sous? Vous pourrez lui poser ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long. Vous avez dans le petit boîtier à droite, normalement, en dessous, participants et autres, il y a un petit onglet questions. Vous pouvez aller poser vos questions là-dedans et je les suivrai et j'essaierai de les poser à nos intervenants au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre via ce petit boîtier. On peut, hélas, pas encore vous entendre, vous voir, mais on cherche une solution pour les prochains pour que ça fasse vraiment un meet-up. Alors, c'est parti. Jean-Louis Keguiner. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour Fanny. Alors, toi, tu vas nous parler, donc tu es à la tête de l'IA et de la data chez OVH. Tu as tout ce programme-là, et c'est pas rien. Pourquoi un programme d'intelligence artificielle chez OVH Cloud? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA dans le cloud? En fait, on peut faire plein de choses et puis c'est pas que le cloud. Je vais élargir ça. Il y a moi ce que j'appelle un peu les oubliés de l'IA, tous les gens qui font du développement web et ces choses-là. La révolution de l'IA, en fait, elle est partout. Moi, c'est mon estimation personnelle, mais je pense d'ici quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, chaque page web va faire appel à 3, 4, 5 services d'IA à travers des API sur chaque chargement de page, que ce soit pour du chatbot, que ce soit pour la reconnaissance d'image, que ce soit pour le traitement de texte, l'analyse de texte, etc. Donc, il faut voir que tout l'univers, que ce soit web, cloud, les entreprises, etc., va migrer vers ces outils d'automatisation ou d'aide, on va dire, en tout cas, aux opérations, on va dire comme ça, ou en tout cas à la satisfaction aux clients, au delivery, enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont là-dedans. Et donc, du coup, pourquoi l'IA? Parce que simplement, ça va complètement changer la société positivement. Et puis, nous, c'est la mission qu'on s'est donnée, construire une alternative européenne, un cloud alternatif pour proposer tous ces services d'intelligence artificielle, que ce soit pour les startups ou pour les grands groupes ou pour les agences web ou toutes ces personnes-là. Et dans cette mission-là, on s'est donné deux choses, deux éléments clés, on va dire, qu'on va toujours suivre, en plus de toute notre ADN de souveraineté, etc. Les deux éléments clés qu'on s'est donnés, c'était la meilleure performance au meilleur prix. Okay, et ça, c'est en particulier important, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Pour les startups, vous voulez aller vite, la performance, mais vous ne voulez pas non plus éclater votre budget. Ça, c'est notre positionnement, meilleure performance prix, et évidemment une super expérience utilisateur avec vos retours. On est très agile et on prend énormément de retours. Ça, c'est une grosse différence aussi avec peut-être des gros compétiteurs. C'est que on n'est pas basé à San Francisco et à des milliers de kilomètres dans lesquels vous n'avez pas votre mot à dire. Venez nous voir, on a énormément de retours des startups pour nous dire d'adapter, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Nous, on adapte nos produits en fonction de vos retours. Donc, c'est un troisième élément différenciateur. On veut énormément d'agilité et de co-construction avec vous. Et d'ailleurs, avec le Startup Programme, une fois que vous êtes à l'intérieur et si vous utilisez les services, vous êtes en lien avec Guillaume et Bastien, entre autres, que vous pourrez voir, mais même Jean-Louis, vous me remontez les problèmes ou les questions et on essaye justement de participer à tout ça pour faire évoluer les solutions. Alors, Jean-Louis, toi qui baignes du coup dans tout ce qui est l'IA,
les tendances de 2021, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux focus? Mais voilà, donne-nous ta vision justement de l'IA et de tout ce que tu vois arriver qui va être incroyable. Alors, je ne vais pas donner la totalité de ce que je vois arriver. Il y a un blog post qui va sortir où je serai hyper détaillé. Je n'ai pas pris ma boule de cristal aujourd'hui, mais Bon, on leur mettra ton article avec le lien pour qu'ils puissent ouais, voir toutes les tendances que tu as commencé à décortiquer. Mais vas-y, donne-nous une. Je crois que tu as, des choses intéressantes à dire sur tout ce qui est la vision éthique, l'écologie. Il y a un vrai exact. sujet autour de l'IA. Vas-y, raconte-nous ça. Deux gros que je vois et je pense que les startups doivent s'y intéresser parce que je pense que la génération, je parle de ma génération, mais aussi les plus jeunes, on a un vrai sujet par rapport à l'écologie et l'intelligence artificielle sont quand même des technologies qui consomment pas mal d'énergie, qui produisent du CO2. Il y a pas mal de sujets autour de ça. Ça commence à faire pas mal de bruit, ça commence à être à raisonner beaucoup, à faire, ben, voilà, poser des questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, dans quelle mesure on le fait, est-ce qu'on peut être tempéré en équivalent, est-ce qu'on est obligé de prendre un très gros 4x4 qui fait 4 tonnes pour aller faire ses courses? Ben, c'est parfois un peu l'équivalent en termes d'intelligence artificielle, sans critiquer, je dis juste c'est des positions à prendre. Et ça, c'est en train d'arriver dans l'intelligence artificielle. Donc nous, on pense que le CO2 va être un sujet, un des sujets de l'année. Je pense qu'il y aura des papiers de recherche qui vont commencer à intégrer des aspects de consommation CO2 pour la création de modèles d'intelligence artificielle. Et je pense que ce qu'on appelle ESG, sur les entreprises, des critères, on va dire, de gouvernance, on va dire, sur ces sujets-là vont commencer à arriver dans le choix, notamment, soit des code providers, soit des outils. On va commencer à demander des comptes aux sous-traitants, aux sociétés sur ces critères-là. Donc, je pense que pour les startups, vous démarrez, vous n'avez pas de legacy à gérer. Je pense que c'est une bonne chose d'intégrer ça dans vos concepts au départ et dans votre logique. Et nous, au cours de l'année, on va s'efforcer d'avoir des calculateurs de CO2 dans nos outils d'intelligence artificielle pour vous aider dans cette démarche-là. Mais on pense que c'est un enjeu qui va être pour la recherche, mais également pour les sociétés. Ça, c'est la première tendance qu'on voit, qui a à voir avec l'éthique. Il y en a plein d'autres sur l'éthique, mais ça, c'est un des gros sujets. Et puis, le deuxième sujet que je vois, qui est plutôt un aspect recherche, et je pense que j'incite toutes les startups à regarder ça, si vous faites de l'intelligence artificielle, c'est les technologies de ce qu'on appelle les transformers. Et cette techno, elle est arrivée à peu près il y a 2 ans. Son domaine d'application, c'est le texte majoritairement aujourd'hui. Mais il faut s'attendre à énormément d'applications au cours de l'année. Il y a énormément de papiers de recherche qui vont commencer à arriver sur le traitement de l'image, le traitement de la vidéo. Et très probablement, je pense qu'il y aura une révolution au niveau du traitement du son, soit cette année, soit l'année prochaine, avec ces éléments-là. Donc, sans rentrer globalement dans le détail, mais les transformers permettent d'avoir un aspect temporel, de donner un aspect temporel à l'intelligence artificielle, ce qu'on avait déjà avec des réseaux récurrents, mais avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de finesse que ce qu'on faisait auparavant. Donc attendez-vous à une grosse révolution et ne négligez pas cette piste-là en tant que startup. Regardez bien les papiers de recherche qui va sortir parce que les performances risquent d'exploser très fortement dans les prochains mois. Ok, merci, passionnant. Alors, on va revenir à AI Training. C'est la nouvelle offre qui a été annoncée lors de l'écosystème expérience en novembre, pour ceux qui n'auraient pas vu la grande conférence, notre grande messe annuelle chez OVH Cloud. Bastien et Guillaume, pour revenir vraiment dans les détails sur la gamme, est-ce que peux-tu nous expliquer comment ça a été mis en place, comment ça fonctionne, et puis surtout, quelle va être la roadmap après? Là, donc, vous avez présenté des choses et on va vraiment rentrer en détail dans la deuxième partie de ce webinaire. Mais quelle est la roadmap? Qu'est-ce que tu vas en faire avec ton équipe de ça? Alors, déjà, on a des solutions qui sont déjà existantes, du serving de modèles donc, qui servent à l'inférence. On a des solutions donc ça permet de faire l'autoscale, ça nous permet de passer très vite en prod. La deuxième solution qu'on a, c'est une solution de training où on fait du pay as you go. C'est extrêmement simple, ça fait de l'auto-tiering sur l'object storage, donc ça vous permet de réduire vos coûts et d'être hyper flexible. Ça, c'est vraiment ultra important. Basé sur ces deux en fait architectures-là, en fait, on va pouvoir dérouler une roadmap très très fournie au cours de l'année. Un des éléments, ça va être l'API Store d'intelligence artificielle, donc des modèles sur étagère pré-entraînés. Donc vous avez déjà la capacité de le faire aujourd'hui, mais on va étendre énormément notre catalogue et le catalogue sera très fourni. Et on appelle même les startups
à venir participer à ça. C'est-à-dire que on recrute, on cherche des startups aussi pour venir proposer des API qui seraient, je vais dire, je vais utiliser le mot disruptive, je vais utiliser du mot de buzz, mais par exemple des outils de modération, des API de modération, il y a des outils de, je sais pas, de colorisation d'images, de restauration d'images, etc. Pour travailler ensemble à construire cet écosystème européen et ces API qui sont déployables en un clic et très facilement accessibles à n'importe qui. Donc ça, c'est un de nos premiers plans, c'est l'API Store d'intelligence artificielle, un peu comme l'App Store de l'IA en gros. C'est ça, ça c'est une première chose. Et le deuxième pan, il va encore vous concerner startup, c'est ce qu'on appelle l'écosystème AI Solutions, dans lequel on va continuer à développer nos studios, à avoir nos studios, mais on veut les faire avec vous. Donc, on a identifié un certain nombre de startups et rapprochez-vous de Fanny si vous avez des solutions qui sont très intéressantes. Mais l'idée, c'est d'avoir, par exemple, des outils, des studios de gestion d'IA pour, par exemple, l'intelligence sur les documents, l'intelligence sur l'image. Etc. Et ça, c'est quand on dit studio, ça veut dire qu'on cherche des plateformes qui sont capables de faire de l'entraînement en quelques clics. C'est ce type de choses qu'on cherche à avoir avec vous et on va co-construire cet écosystème. Donc, on va avoir une approche différente de ce qu'on peut voir d'habitude où un gros cloud provider fait la technologie lui-même. Là, on va rallier plusieurs fournisseurs de techno, plusieurs startups et les faire communiquer ensemble à travers un écosystème. On proposera cet écosystème effectivement aux différents groupes, aux différentes sociétés. Donc, rapprochez-vous de Fanny. On fait énormément de recrutement en ce moment sur ces sujets-là. On en a beaucoup en tête. Mais voilà, toutes vos solutions sont intéressantes et on fera des sélections là-dessus. Donc, Ouais. ça, c'est deux gros projets de l'année qu'on a prévu de délivrer voilà, dans les 6-8 prochains mois. Bon, donc voilà, donc si vous êtes une start-up, que vous avez de l'IA et que ça peut être c'est déjà mis en prod et que ça tourne, n'hésitez pas à venir me voir pour se rapprocher et qu'on voit comment travailler avec vous. Pour les autres, et ben, s'il faut mettre en prod, on peut aussi vous aider via le Startup Programme et je suis là pour vous accueillir tout au long de l'année. Il n'y a pas de promo, c'est toutes les semaines qu'on valide les nouvelles. Dernière question, Jean-Louis, puis après je vais te libérer parce que tu as plein de contraintes et de choses hyper importantes à faire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des offres data, parce que c'est quand même vachement complémentaire avec ce qu'on fait sur l'IA. Je te laisse dérouler, mais je crois que tu as plein de choses intéressantes à nous dire là-dessus aussi. La data va avec l'IA. Exactement, la data va avec l'IA. En fait, il y a deux types de données. Il y a les données, ce qu'on appelle structurées et non structurées. Données structurées, c'est typiquement des données numériques. Enfin, souvent, c'est beaucoup de données numériques. Et puis, il y a une donnée qui n'était pas trop structurée. Maintenant que je commence à considérer comme structurée, c'est le texte. Parce qu'avec tous les outils qu'on a et les techniques, maintenant, ça commence à bien se structurer. Globalement, sur la data, on a des offres qui nous permettent de traiter ça, tout ce qui est texte et numérique, enfin, de façon assez intense, type du Spark as a Service, des clusters Hadoop, et encore plus à venir dans les prochains mois, des solutions simples. Ça, faut pas négliger ça parce que des données numériques et des données textuelles, ben, en fait, 99,9% des sociétés en ont. Et vous, en tant que startup, ben, c'est un gros vivier aussi de clientèle que vous pouvez avoir. Et le processing, enfin, le traitement de données textuelles et numériques est un marché assez énorme. Et donc, on a des solutions pour ça, pour traitement à grande échelle, comme je disais, du Spark, du Hadoop et ce genre de choses. Et on va étoffer notre catalogue énormément au cours des 6 prochains mois sur les bases de données notamment. Il va y avoir un gros boom, on pense d'ici juin-juillet, mais je ne peux pas en dévoiler trop, mais attendez-vous à un gros boom en juin-juillet. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, ça va être le cas parce que tout le monde le sait, j'adore les IA et j'ai pas eu le temps de sortir un de mes petits robots, mais si un jour vous arrivez à mettre toutes vos implémentations là-dedans et que ça les fasse marcher, ça me ferait super plaisir. Eh bien, écoute, Jean-Louis, bonne journée. Merci pour ta participation. On va laisser la main à nos petits camarades de la team IA, justement. Donc, on a avec nous Bastien Verdebout. Bonjour, Bastien. Et qui est muté, je crois. Et puis, Guillaume Salou. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Fanny.
Alors, est-ce que Bastien t'entend maintenant? Est-ce que tu peux nous Hello. parler, Bastien? C'est Oui, bon? je parle et je suis Ouais, ça y démuté. est, C'est pardon. bon? Ok, J'ai fait une désolé. voix trop douce. Bonjour tout le monde. Alors, Coucou. il faut que je te passe la main. Donc, toc, toc, c'est les présentateurs sont là. Est-ce que je te retrouve? Est-ce que tu as la main maintenant? Hop, Alors, non, je pas fais encore. ça. Est-ce que c'est toi qui as la main ou est-ce que c'est Cécile? C'est pas moi. C'est pas toi. Alors, Cécile, si tu es là, est-ce que tu peux essayer de passer la main C'est bon, à je Bastien l'ai. qui c'est bon, tu l'as, c'est Je vais super. l'avoir. Donc, Alors, si tout se là, passe ce bien, vous matin, devriez voir mon écran. ouais, vous allez nous dérouler donc une belle présentation pour nous présenter justement tout ce qui a été lancé avec AI Solution pour les startups, puisque ça va pour tout le monde, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être utilisées par les startups. Et puis, tenter de nous faire quelques démos, parce qu'on sait que ça marche très très bien, c'est ça. Donc, je vous laisse dérouler et si je vois des questions arriver, ben, je serai là pour vous les poser. Ça marche, Super. merci. Alors, moi, je Merci. suis Bastien, Product Manager pour tout le périmètre data d'OVH Cloud, Database, Big Data et Intelligence Artificielle. Et je travaille tous les jours avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Donc toi, tu gères tout ce qui est équipe, toutes les personnes qui vont faire les services et les solutions qu'on voit. Donc on travaille ensemble pour justement prendre vos feedbacks, ceux du marché, ceux des clients, des startups, pour justement améliorer les produits et les prioriser. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? L'idée, en fait, c'était pas de vous faire une présentation entre guillemets classique, c'était plutôt de dire bon, c'est quoi les challenges aujourd'hui des startups dans l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on a à proposer pour résoudre ces challenges? Et derrière, avec 2-3 cas d'usage, ensuite faire une live démo. N'hésitez pas sur le côté, directement dans le GoToWebinar, vous avez une rubrique questions. On les suit et Fanny, quand elle en l'enverra, elle n'hésitera pas à nous les poser. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en live directement dans l'onglet questions, si vous en avez. Voilà, ok, c'est parti. Donc, l'IA, aujourd'hui, et je pense que vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir, c'est plein de potentiel dans tous les secteurs. Jean-Louis en a parlé avant, pour beaucoup de choses, des analyses prédictives, des choses sur les clients, des choses dans la santé, des choses dans la détection de fraude. Peu importe ce qu'on va en faire, à chaque fois, quand on est une startup, ça ramène des nouveaux challenges. Et des challenges divers et variés. Le premier, c'est que généralement, vous avez envie de vous focaliser sur votre job et pas sur l'infra. Vous n'avez pas envie de gérer ça. Ensuite, vous allez généralement utiliser énormément de données, des datasets, et pour ça, il faut les générer, il faut les stocker de manière sécurisée et bien sûr scaler, parce que quand on commence à gérer quelques téras, quelques pétas, c'est pas si évident. Ensuite, vous avez souvent des besoins hétérogènes. En fonction de la charge, vous allez avoir des charges, par exemple, tous les mois, vous allez avoir des entraînements à faire, mais ensuite plus rien. Si vous avez de l'infra qui dort, c'est pas terrible. Et encore deux challenges. L'autre, c'est que généralement, en tout cas ceux qu'on rencontre, font des offres souvent SaaS avec des tarifications, on va dire, claires en disant voilà, pour utiliser notre service, tous les mois, ça va vous coûter autant. Donc si vous, derrière, vous avez des coûts qui fluctuent trop, c'est pas possible. C'est-à-dire si vous avez des flux que vous ne pouvez pas prédire, derrière, vous êtes incapable de faire des offres correctes en termes de SaaS. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de maîtriser vos coûts et d'avoir des coûts prédictifs. Et enfin, c'est quand même le but à la fin, c'est d'être présent sur un marché, d'avoir de l'exposition, d'être capable d'adresser des clients, et ça via différents canaux. Et du coup, sauf si Fanny avait des questions, n'hésite pas à me couper, un Fanny, si tu en as. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, non, tout va bien. Ils sont Cool. sages comme toi. Voilà, super. Ouais, j'espère qu'ils ont pris leur café. Voilà. Alors, du coup, OVH, maintenant, depuis 2 ans, on a quelque chose prévu pour ça. On n'était pas connu. On est comme beaucoup de sociétés, beaucoup de startups. Voilà, on innove, on continue. Et aujourd'hui, on est vraiment content parce qu'on a une offre qui prend toute la pipeline. Donc, petite intro sur ce qu'est OVH Cloud en termes d'infrastructure. Historiquement, voilà, ça fait 20 ans qu'on fait du serveur dédié. C'est du classique, on achète des serveurs, quand vous allez dans un data center, vous les voyez, ils sont raqués. La particularité chez nous, c'est que déjà, ils sont fabriqués chez nous. On n'achète pas des serveurs chez Dell ou chez HP, on achète des composants, mais on a des chaînes de fabrication à Croix. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Tu peux nous expliquer pourquoi on fait ça, Bastien? Parce qu'on a envie de le faire. Non, parce que
En fait, si on ne fait pas ça nous-mêmes, en fait, on ne va pas maîtriser toute la chaîne et ne pas maîtriser toute la chaîne, c'est déjà des dépendances à tout niveau, ne pas avoir les derniers composants, ne pas être quelqu'un qui va nous dire tiens, bah non, la dernière puce GPU, la dernière chipset, etc. Vous pourrez pas l'avoir, ça on veut pas. Et ensuite, c'est des coûts qui s'empilent. Si on passe, en fait, il y a des personnes, on va empiler les marges. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, on gère les cadences, on gère ce qu'on veut exactement en termes de machine, c'est-à-dire que quand on a des feedbacks de clients, on dit tiens, on va faire celle-là précisément. Et du coup, on maîtrise. Voilà, on maîtrise tout. Alors chez nous, on fabrique même nos bureaux, on fabrique nos pots de fleurs et les serveurs. Voilà. Et du coup, ça rattrape en fait ce que disait Jean-Louis. En fait, on cherche toujours le meilleur performance ratio et prix C'est ça. dans nos serveurs. À la fin, on n'est pas cher, non pas parce que c'est de la mauvaise qualité, mais c'est parce qu'on a retiré des marges que d'autres personnes se seraient prises si on empilait les sociétés. Donc ça, c'est le basique. Le private cloud est arrivé un peu après. C'est des clouds privés, c'est des ensembles de serveurs dédiés, de stockage et des licences pour faire de la virtualisation, VMware et Nutanix. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le troisième, c'est le public cloud. Vous connaissez le public cloud chez la concurrence, AWS, Google Cloud, Azure. On a le nôtre aussi. Le nôtre est propulsé par OpenStack, donc c'est de l'open source. Et le principe, en fait, comparé aux autres, c'est que le hardware, en fait, est partagé entre plusieurs clients, comme Google, comme Amazon, etc. C'est-à-dire que les serveurs physiques, on va mettre des machines virtuelles, des clusters Kubernetes, etc. Tout ça, c'est du multi-tenant, c'est-à-dire que derrière, d'autres clients peuvent être sur le même serveur physique. Bien sûr, après, il y a une isolation logicielle. Et ça, là-dessus, on a du pay as you go sur tout le périmètre. On a de la gestion par projet, des utilisateurs par projet et de la scalability. Et on a créé un écosystème. On va vous présenter maintenant ce qu'on a en termes d'AI sur cet écosystème. Donc, on va présenter OVH Cloud AI Solutions. C'est un set de services managés qui vous propose une façon rapide et simple pour vos data scientists et vos développeurs de mettre des modèles de machine learning de l'idée jusqu'à la production avec des outils et des services. Pour ça, on se base sur des arguments, on va dire, qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont vraiment intéressants à partir du moment où on n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis trop souvent. C'est qu'on va gérer déjà toute la pipeline, stockage, processing, training et hosting, sans setup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter en SSH, il n'y a pas besoin d'installer Kubeflow, il n'y a pas besoin d'installer MLflow, il n'y a pas besoin de démarrer des drivers. Vous focalisez sur votre code, pas besoin de s'y connaître ou de passer du temps sur un setup. Ensuite, c'est flexible puisque tout ce qu'on va présenter, vous pouvez le démarrer à la hausse ou à la baisse et c'est paiement à la minute. Ça, c'est vraiment pratique, du coup, vous payez ce que vous utilisez. En version graphique, c'est donc ces étapes-là. Une idée, du stockage. Généralement, on considère que c'est bien de stocker dans l'object storage pour des gestions de simplicité, etc. Ensuite, on a OVH Cloud Data Processing qui est de la page Spark as a service, assez différent de Databricks, vous verrez ça juste après. Du training qu'on a lancé en novembre, donc des GPU as a service, du déploiement et du hosting avec ML Serving, et à la fin, vous avez quelque chose en production. Donc ça, c'est toute la chaîne, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On fera une live démo juste après. Tout est absolument dans l'espace client. Donc là, c'est mon espace client. Vous voyez, c'est mon projet. Avec à gauche, là, vous avez le menu avec tous les produits, et tout est bien sûr par API et CLI. Et Guillaume, je crois que tu voulais nous parler un peu plus du CLI. Tout à fait. En fait, on est parti du point que il fallait automatiser en fait les processus qui allaient être exécutés sur la plateforme. Donc, le point qu'on a pris, c'est-à-dire que toutes les actions utilisateurs qui allaient être réalisées dans le manager devaient être automatisées, soit par API, donc on utilise l'API V6 d'OVH, soit directement par un CLI. Et ceci, en fait, premièrement, dans le but d'optimiser en fait le travail, soit du data scientist, soit du machine learning software engineer qui est derrière, pour uniformiser en fait l'approche. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que ça leur permet d'aller très très rapidement et de déployer leur job. Mais dans un second temps aussi, ça leur permet d'automatiser ça. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans mon monde, celui que j'affectionne vraiment. Donc, typiquement, en fait, je fais un entraînement d'un réseau de neurones, je construis mon Docker, je suis super satisfait des performances, mais c'est pas suffisant. En fait, il faut que je sois capable de retrain mon modèle à certaines échéances, en fait, et justement, cette CLI-là va nous permettre de faire ça. Non seulement elle va nous permettre de mettre à jour les fichiers, mais en plus d'automatiser, en fait, tout ce qui est traitement derrière, c'est-à-dire le retrain, et les synchronisations avec les différentes, par exemple, si on souhaite repousser le modèle dans ML Serving, qu'on verra par la suite, c'est totalement possible directement via la CLI.
parce qu'en fait, elle permet d'interagir avec les différents environnements. Et c'est vraiment très, très simplifié. Et on va prochainement open sourcer le code de cette CLI, puisque on est vraiment très fiers de ses performances et des technologies qu'on a utilisées, notamment du Rust. C'était vraiment super sympa d'utiliser et de développer cet outil. Mais du coup, je te rends la main, Bastien. Tac. Merci. Donc, tout est intégré et compatible API CLI. Et donc, si on reprend les étapes de génération de modèles, la première chose, c'est qu'au niveau data, notre infra, elle est désignée, elle est conçue pour les datasets qui peuvent commencer à quelques gigas jusqu'à plusieurs des dizaines de terras. Il n'y a pas de setup, vu que tout se fait dans l'object storage, il n'y a pas de limitation en termes de taille, on peut accepter ce que vous voulez. Si vous connaissez l'Agence spatiale européenne, l'ESA, eux, par exemple, ils ont, de souvenir, ils ont 35 pétas, c'est-à-dire qui stockent en fait des cartographies du ciel, des satellites et de la Terre, et ils stockent tout pour en faire derrière des API de gestion de tout ce qui est image satellite. Donc on peut scaler et on le fait justement pour des sociétés comme l'ESA. Ouais. Ensuite, ce qui est Et je intéressant, rajouterais, s'il te plaît, je voulais juste rajouter un petit mot là-dessus. En fait, à titre personnel, j'utilise l'Object Storage. Alors, pas pour passer performance, en fait, juste pour stocker mes photos, mais le prix du stockage, il est juste vraiment super bas. Et du coup, en fait, ça permet de pas se poser de questions. Et comme tu l'as dit, en fait, on scale, on pousse les données, ça coûte pas cher et c'est juste en fait du bonheur d'utiliser cette solution. Mais du coup, je te rends la main pour que tu continues, Bastien. et en plus, tu peux l'utiliser avec des outils communs, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous fournit à notre Object Storage, il est basé sur OpenStack Swift, donc il y a le protocole Swift, mais aussi le protocole d'Amazon S3 qui fait foi dans le marché. Donc si vous avez déjà des scripts, tout ce que vous voulez en code qui utilise S3, c'est compatible avec nous. Et dernière chose, c'est que dans tout ce qu'on fait, niveau AI, en fait, quand vous avez utilisé de l'object storage, par exemple, avec de l'entraînement sur des GPU, vos data, on sait qu'il faut y accéder avec une faible latence et avec de la performance. Donc, ce qu'on fait, c'est que vos data, on va les loader entre guillemets au plus proche des GPU pour avoir la performance brute vraiment entre les GPU et vos data. Ça, c'est quelque chose comme des startups comme DeepLife qui fait des entraînements avec des millions de data sur des datasets qui font 10-20 Tera. Ils nous avaient expliqué que ça, c'était un problème pour eux justement parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à s'en sortir, à travailler dessus. Avec ce genre de solution, ça peut résoudre ce cas de figure. Donc voilà, si vous avez des soucis en termes de datasets qui sont vraiment énormes, n'hésitez pas à tester ça parce que justement, nous, on fait du caching. Ça, c'est pour la partie numéro 1, gérer vos données et les intégrer du coup sur notre plateforme. Une fois qu'elles sont là, la solution, c'est généralement de faire de l'entraînement distribué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser de la puissance conçue pour ça, des GPU, et demain, c'est dans le backlog des CPU. Et si vous voulez le faire avec des pools de GPU, donc c'est-à-dire ne pas avoir un seul GPU, mais en gérer une flotte de GPU, généralement c'est un peu complexe, quoi. On va installer Kubeflow, on va installer des choses comme ça, mais après c'est compliqué puisqu'il faut installer les drivers, il faut gérer le scaling à la hausse et à la baisse, il faut se connecter en SSH. Voilà, c'est pas l'idéal. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait proposer du GPU as a service, c'est-à-dire que on a des GPU chez nous, ils sont installés et le setup est fait chez nous, et vous, avec la ligne de commande ou l'espace client, vous pouvez dire j'en veux autant et sur tel conteneur. Et derrière, on va vous mettre des conteneurs, si vous voulez, préinstallés avec des conteneurs qui contiennent des environnements type TensorFlow, Hugging Face, PyTorch ou FastAI, avec des notebooks Jupyter ou du VS Code. Et ça, en fait, on appelle ça des jobs chez nous. Donc, vous pouvez démarrer, par exemple, je lance un job avec 4 GPU avec TensorFlow. Mais vous pouvez très bien en lancer 2, 3 ou 4 au même moment. C'est-à-dire que nous, on va scaler et nous, on a les GPU de notre côté. On en a des centaines. Donc, derrière, vous pouvez dire tous les matins, je veux lancer 5 jobs en parallèle. Et donc là, vous n'êtes plus obligé d'attendre. Ce qui fait qu'on résout beaucoup de choses, on résout beaucoup de problématiques qu'on a rencontrées, y compris en interne quand on n'avait pas ces solutions de type data scientist, Paul, il va faire un entraînement, on doit attendre que Paul ait terminé pour que Jacques lance le sien. C'était du séquentiel. Là, on peut paralléliser, et ça fait que c'est un gain de temps, parce que derrière, vous n'avez plus à vous dire, tiens, mais qui utilise la plateforme? Quand est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai arrêté les machines? Est-ce qu'il y a un GPU qui tourne ou pas? Plus besoin de s'occuper de tout ça. Vous en démarrez, vous supprimez. On va vous montrer comment après, c'est vraiment très simple. Vous pouvez utiliser des frameworks proposés par OVH Cloud.
ou bien sûr ramener les vôtres. On fonctionne sur Docker. Donc derrière, vous pouvez utiliser un registre qui est proposé par défaut, qui est un registre partagé et celui qui est en fait par OVH Cloud, ou vous pouvez connecter un registre privé ou public. Si vous avez des images qui sont sur Internet, sur GitHub ou autre, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la deuxième phase de l'entraînement distribué avec du GPU. Et ce sont des NVIDIA V100S 32 Go qu'on a pour l'instant, à un prix de 1,75 €, ce qui fait qu'on est à 2 à 3 fois moins cher que la concurrence. Et encore une fois, c'est parce qu'on maîtrise toute la chaîne de production et c'est pas parce que c'est des instances au rabais. Voilà, les V100S dans le secteur, elles sont plutôt connues. Imaginons qu'on ait des modèles. Ils ont été entraînés, fine-tunés, ils sont là, ils sont dispo. Maintenant, généralement, vous dites, bon, ok, c'est cool, ça tourne dans un notebook, qu'est-ce que j'en fais? J'ai besoin de le proposer à des clients, j'ai besoin que ça scale, j'ai besoin d'avoir des personnes qui peuvent taper dessus. Pour ça, il va falloir plugger des API au-dessus de vos modèles. On a développé pour ça le produit ML Serving qui vous permet de déployer en production des modèles. Peu importe le framework, on respecte les manières d'export des principaux, TensorFlow, ONNX, Hugging Face, PMML, PyTorch. Donc là-dessus, vous les prenez et vous allez encore une fois dans l'espace client via API ou autre, et vous allez dire je veux déployer tel modèle avec autant de nœuds, je veux un nœud, je veux 5 nœuds, etc. Et nous, on va scaler en fonction de la charge CPU et RAM, et on vous fournit par modèle déployé un endpoint API HTTP. C'est-à-dire que chaque modèle aura son endpoint, son Swagger, que vous pouvez aller taper et dire tiens, avec ces credentials-là, je vais pouvoir effectuer pas mal de requêtes dessus. Et vous ne payez pas à la requête, c'est-à-dire que si vous avez encore une fois des offres SaaS que vous dites tiens, mais moi je fais du NLP, je veux faire de l'analyse de sentiments, je veux faire des recommandations, mais je ne sais pas combien de calls je vais avoir à la fin du mois, c'est pas grave en fait, parce que nous en fait vous payez le compute, vous ne payez pas au nombre de calls. Si vous connaissez SageMaker ou ce genre de choses, chez Amazon, c'est un peu différent. Après, les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais en tout cas, nous on fait un paiement en fait purement à la puissance de l'infrastructure. Je ne sais pas si Guillaume ou si Fanny, vous avez des questions, sinon je passe à la suite. Tu peux continuer, pour l'instant, ils sont toujours très sages. Allez-y, Cool. posez vos questions, ne soyez pas timides. Je pense qu'ils attendent la démo. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, parce que là c'est encore un peu théorique. Je parle de prix et après on a bientôt terminé pour l'aspect théorique. Donc en termes de prix, on a donc les 4 briques, Object Storage, Data Processing, AI Training et Machine Learning Serving. L'Object Storage, comme disait Guillaume, même pour vos photos de famille, ça peut être cool, puisque pour 10 Tera, c'est 100 € par mois. On paye bien sûr ce qui est stocké, en sachant que ce sera répliqué 3 fois chez nous et managé. Et après, vous payez pour le trafic sortant, 1 centime par giga, en sachant que c'est prévu au courant d'avril que le trafic sortant dans la même région soit inclus. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas le cas, on le sait, et donc on veut améliorer ça. On a racheté une société qui s'appelle OpenIO, qui fait des clusters Object Storage open source. Une fois que c'est plugué, le trafic entre guillemets intra-région sera inclus pour l'Object Storage. Pour data processing, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais donc on a des coûts très faibles en termes de core et de giga de RAM. Donc c'est quand on lance des jobs Apache Spark pour faire du processing de data, quand on veut l'anonymiser, quand on veut faire des agrégations, quand on veut faire du cleaning de data. En fait, Apache Spark, c'est vraiment le framework le plus connu au monde pour faire ce genre d'opération. Ça va très vite, c'est très performant puisque tout est fait en RAM avec des workers, et c'est le TL. Et derrière, nous, on gère le cluster Spark pour vous. Là-dessus, il n'y a pas besoin de créer un cluster comme chez Databricks, on va le gérer pour vous. AI Training, j'en ai parlé rapidement, on a un prix au GPU et donc c'est 1,75 € par heure. Tout est inclus, le monitoring, le trafic, etc. Tout est inclus à l'intérieur. Et Machine Learning Serving, il y a plusieurs types de nœuds, on commence à 1 centime par heure et par nœud. Donc si vous voulez déployer quelque chose, vous voyez que par mois, ça va vous coûter 15 € pour un déploiement, on va dire, standard qui ne va pas consommer beaucoup. Un petit comparatif avec la concurrence qu'on connaît, donc si vous voulez en parler, on peut aussi en parler. On connaît leurs produits. Si on fait 50 heures d'entraînement avec un GPU NVIDIA V100, chez OVH Cloud, ça va vous coûter 87 €, jusqu'à 195 € chez AWS, en sachant que chez eux, c'est sans stockage en plus. C'est-à-dire que le stockage est à rajouter en plus. Et si je regarde bien le graphique là, chez nous, on a des 32 Go. C'est ça, et les autres, ils ont des 16 Go. Ouais. Et ça peut être vraiment très bloquant, en fait, la mémoire sur certains types d'entraînement. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. J'ai mis celle-là parce que c'était la seule qu'on avait en commun, en effet. Ok.
Mais oui, donc si vous êtes intéressé pour maîtriser vos coûts, en tout cas, voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Ce qui fait qu'en conclusion, quand on commence à gérer la chose, si vous êtes aujourd'hui déjà avec des GPU, ceux qu'on rencontre des fois en ont on-premise, d'autres en ont en mode j'achète des serveurs dédiés ou j'achète des VM avec des GPU. À chaque fois, vous voyez les étapes vertes, c'est ce que vous allez devoir gérer. Quand on est on-premise, c'est logique, Captain Obvious, vous allez devoir tout gérer. L'énergie, les data centers, les hosts physiques, donc le fait d'en acheter, les faits de gérer l'obsolescence, et déjà tout ça c'est pas simple parce que des GPU ça consomme pas, c'est pas un appareil raclette quoi, ça consomme bien plus. Ensuite il y a de l'orchestration, les outils type que à installer, le scaling, les outils collaboratifs, voilà, ça empile. Si on passe sur de l'IaaS pur, c'est-à-dire qu'on achète les machines virtuelles ou ce genre de choses avec de l'object storage ou un cluster Kubernetes, c'est déjà mieux. On n'a plus à gérer le data center, on n'a plus à gérer l'énergie, on n'a plus à gérer l'obsolescence des matériels. Si vous voulez changer dans un an, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est cool. Par contre, vous allez quand même devoir gérer la couche un peu au-dessus, qui est les outils d'orchestration, parce que dès qu'on parle de pool de GPU, il va falloir gérer l'orchestration de GPU, la configuration des nœuds avec l'accès aux drivers, etc. L'installation de suites collaboratives, type Notebook Jupyter, MLflow, ce genre de choses, la maintenance de la plateforme, tout ça, ça prend quand même du temps et c'est peut-être pas votre cœur de métier. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la solution AI Training et le reste en fait des solutions, on pourrait partir sur en fait une couche encore plus haut, c'est que vous ne vous souciez même plus de tout ça. Vous arrivez juste avec votre code, vos conteneurs et je gère mes entraînements, je gère mon serving, je gère tout ce que je veux. Mais par contre, Bastien, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ça d'être dans une solution qui va être lock-in? Enfin, moi, je sais pas. Je peux poser. Alors, on n'a pas répété, mais en effet, est-ce qu'il y a un risque de lock-in en sachant qu'on gère tout ça? Nous, on se base sur des solutions qui sont standards, qui sont transparentes, qui sont des conteneurs Docker, qui sont des choses qui sont sur de l'open source. Donc, si demain, vous vous dites, tiens, bah, moi, ce que j'ai fait avec du TensorFlow, du PyTorch ou de Hugging Face ou tout ce que je veux chez OVH Cloud, je vais le mettre ailleurs. Votre conteneur, il vous appartient, il est chez vous, donc vous pourrez le mettre ailleurs. Donc il y a un rollback entre guillemets sur ces 3 solutions qui est totalement possible. Il n'y a pas du tout de lock-in et toi tu en parleras d'ailleurs un peu après de tout ce qu'on fait avec l'open source. Yes. Alors, en récapitulant, c'est quoi OVH Cloud et l'AI aujourd'hui? C'est déjà un cloud alternatif. Je ne vais pas vous faire le pitch, mais voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai vu tout ce qui se passe avec WhatsApp aujourd'hui. Même ma mère a migré de WhatsApp à Telegram. Et là, il y a un vrai sentiment de compréhension en termes des data aujourd'hui de ce qui se passe et du fait que ça devient important et c'est légitime. Donc aujourd'hui, on est basé sur la loi européenne. C'est pas parce que vous allez avoir Amazon dans le data center en France que vous êtes sur la loi européenne. Non, non, c'est la maison mère qui compte. Donc là, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pas qu'une loi européenne, c'est aussi un mindset européen. C'est-à-dire qu'on veut partager, on veut créer un écosystème et pas faire du lock-in. On n'est pas là pour forquer des projets de l'écosystème. On est là justement pour les mettre en valeur. Donc nous, on fait des plateformes conçues pour ça et notre objectif final, c'est vraiment, comme disait Jean-Louis, d'amener un store avec des API qui viennent de chez vous, qui sont un écosystème justement. Nous, on est là pour vendre de l'infra, on est là pour faire des services, mais derrière, vous êtes là, vous, pour avoir, entre guillemets, pignon sur rue et ramener des choses qualitatives. Donc tout ce qui est service cognitif clé en main, que vous pouvez trouver ailleurs, Amazon Recommendation, Amazon Comprehend, ce genre de trucs, on ne fera pas tout seul. On ne veut pas. On veut le faire avec les meilleures startups, avec les meilleures sociétés qui ont pignon sur rue, qui sont prêtes à travailler, qui sont dans le même mindset que nous, et de les amener au-dessus. Alors, ça nécessite du boulot, des contrats, une plateforme qui soit propre dans notre espace client à nous, ce genre de choses, mais c'est vraiment là où on veut aller, et on commence déjà. Il y a des sociétés qui sont peut-être déjà dans les participants aujourd'hui avec qui on travaille, avec qui on le fait. On a commencé par exemple à le faire avec par exemple Jalgos qui fait, il fait de la computer vision sur des vidéos. Typiquement, vous êtes genre Securitas, vous avez des vidéos de surveillance, vous allez détecter si c'est un chat ou si c'est quelque chose de plus dramatique. On a commencé avec une marketplace avec eux, donc là, celle-là, elle est déjà là. La marketplace, c'est quoi? C'est des plans en fait de produits que vous achetez et quand la commande arrive, c'est OVH qui prend l'achat et derrière, en fait, nous, on transmet l'achat à la startup. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà cool puisque nous, on prend entre guillemets les risques de mauvais paiement et on vous transfère. Par contre, derrière, c'est pas intégré dans un espace client, c'est pas pay as you go, c'est pas dans le public cloud. Donc ça, c'est une première étape et la future étape, c'est le store, c'est quelque chose qui va arriver après. Donc si on reprend les points qu'on avait au début,
qui étaient ceux des problématiques au niveau de l'infra, des datasets à gérer au niveau critique et au niveau taille, des envies de pic, des envies d'avoir des coûts prédictifs et des envies d'exposition. Nous, on estime, alors, enfin, après vous avoir parlé que c'était les principaux points à chaque fois que vous aviez de bloquants, en tout cas de challenge, on pense justement que avec les solutions qu'on amène aujourd'hui, on a des solutions, on a des réponses. Et donc, on est super content de voir que ça vous plaît, en tout cas avec ceux qui on travaille aujourd'hui, puisque à chaque fois, pour chacune des questions et des challenges qu'on a à résoudre, on a une réponse à apporter maintenant. Donc, des services managés, de l'object storage qui est rapide et qui est linké au GPU, du pay-as-you-go à la minute, des prix prédictifs, une marketplace et bientôt une AI store. Donc, avec tout ça, on espère qu'en tout cas vous êtes intéressés et qu'on continuera à vous croiser et que cette vidéo en tout cas permettra d'aller plus loin. J'avais une petite question, Bastien, justement, qui me vient à l'esprit. Parce que là, ta présentation, elle est nickel. Enfin, moi, je trouve ça parfait. Du moment que le prix est bon, c'est réversible, c'est nickel. Par contre, je pense qu'il y a un petit sentiment, en fait, qui arrive et qui est la sécurité. Tu as parlé justement que les infras étaient partagées. Comment est-ce qu'on assure la sécurité des données des clients? Parce que, on va pas se mentir, hein, la donnée, on l'a vu, c'est vraiment au centre de toutes les inquiétudes. Non seulement cette donnée brute, mais en plus, quand elle est refinée dans un modèle d'IA ou un modèle de machine learning, ça devient l'intelligence, ça devient en fait le produit même de la startup. Comment on peut assurer justement une certaine sérénité qu'on peut apporter à nos clients? Alors, déjà, c'est de s'appuyer sur des clouds qui sont certifiés pour être bons. Donc là-dessus, honnêtement, tous les gros le font, mais déjà, des clouds doivent être eux-mêmes certifiés à la base, c'est-à-dire qu'ils sont propres, ils sont clean, ils sont conformes. Donc le fait d'avoir des certifications, OVH Cloud, on avance beaucoup là-dessus. Donc il y a Sectum Cloud qui est arrivé. On a les normes ISO, bien sûr, et maintenant, si vous avez des projets spécifiques type santé ou autre, en fait, notre public cloud, on a eu l'agrément, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume, le 18 janvier, pour être HDS, c'est-à-dire hébergement de données de santé. On l'avait déjà sur nos serveurs dédiés et sur le private cloud et maintenant le public cloud. Donc tous les produits que vous voyez aussi, bam, vous pouvez faire des projets de HDS niveau 1, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, vous aurez des webinars dédiés à ça, un sur tout ce qui est SecNum le 9 février et un autre le fin février aussi sur HDS pour bien vous détailler comment ça fonctionne et comment on sécurise tout ça. Très bon placement de produit. Donc la première chose, c'est de s'assurer en fait que la plateforme déjà n'est pas bancale. C'est la première chose. Ensuite, il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le respect des règles de l'art. C'est-à-dire que même si vous êtes sur une plateforme comme il faut, le fait d'anonymiser vos données, etc., on n'est pas là pour, en fait, on ne peut pas, entre guillemets, savoir exactement ce que vous poussez, on n'a pas accès, donc c'est à vous de respecter les états de l'art là-dessus. Et ensuite, c'est d'utiliser tous les moyens qu'OVH Cloud met à la disposition en termes de sécurisation. Et là, Guillaume, vu que c'est toi qui les as mis en place, y compris les pentests, y compris les sécu, est-ce que tu veux en parler plus que moi? Non, je pense que justement, ce volet-là qui va arriver sur tout ce qui est HDS, nous, on est rentré en fait dans ces processus-là, c'est très carré. Clairement, en fait, ça nous a permis, on était déjà très structuré d'un point de vue code, d'un point de vue sécurité, mais là, on a passé un step qui est au-dessus, effectivement, et qui montre aussi la volonté d'OVH d'aller dans une certaine industrialisation en fait de ces processus et dans une certaine transparence aussi vis-à-vis justement de l'organisme qui va nous certifier. Je pense que le sujet est très vaste et nécessite une intervention en tant que telle. Tout à fait. Et pour la petite histoire, tous nos produits sont pen-testés avec des pen-testers qu'on a recrutés qui sont vraiment calés, qui en fait on leur donne accès route sur un conteneur chez nous et leur but du jeu c'est de brute forcer tout ça et de défoncer notre infra. C'est le but du jeu et à chaque fois donc on ne peut pas sortir un produit si on n'a pas réussi ces tests. Et toutes les équipes ont vraiment, enfin on est obligé de jouer le jeu, c'est obligatoire maintenant. Et nos produits donc du coup sont vraiment mis en situation d'attaque. C'est super important à comprendre. Voilà. Et en situation d'attaque, c'est assez particulier parce qu'en fait, l'attaquant part avec aucun pouvoir, j'allais dire, de base, mais au fur et à mesure, en fait, on va lui relâcher du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, nous, à sa demande, des trous dans l'infra, et au fur et à mesure, il progresse, et c'est effectivement, c'est un jeu, si je peux le dire, qui est très, très enrichissant, en fait, parce que ça nous permet d'anticiper justement toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer et d'être capable d'y faire face, en fait, dans le concret, en fait, et pas juste dans la théorie. Tout à fait. Est-ce que vous voyez toujours mon écran si je passe à la slide suivante?
les use cases? Parfait. Ouais. Alors, j'en ai deux et après c'est une démo. Donc les use cases, on a pris 2 startups qui ont rejoint le startup programme, si je ne m'abuse, Fanny, récemment. C'est ça, au mois de janvier, au mois de décembre? Je te confirme, il y en a une qui est arrivée à l'automne et une qui est arrivée il y a la semaine dernière. C'est tout frais. Super. Donc la première, c'est Deep Life. Deep Life, qu'est-ce que c'est? C'est une startup qui fait de la biotech. Leur but du jeu, c'est vraiment d'amener de l'intelligence artificielle dans ce qu'ils appellent le système biologie. Ils font beaucoup de choses dans leurs produits, mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'était par exemple le fait d'identifier quels sont les meilleurs médicaments en fonction d'un problématique. Donc ils vont tester en fait, enfin ils vont reproduire des problématiques. Simuler, ouais. Voilà, ils vont simuler en fait l'injection de médicaments, mais des millions de médicaments pour dire tiens, avec tel paramètre, telle chose, derrière ça va mieux réagir au niveau de la molécule, etc. Donc là-dessus, je vous engage en tout cas à aller voir leur site qui est vraiment bien fait et qui explique ce qu'ils font. Et ils ont des challenges. Le premier, en fait, c'est qu'ils ont des entraînements de modèles qui nécessitent vraiment des gros datasets. C'est plusieurs terras. Et eux, en fait, avec des solutions, on va dire, faites maison, par exemple un Kubeflow avec du stockage à côté ou alors avec de l'on-premise, ils ont des problématiques justement de bottleneck parce que pour accéder à la data facilement et ne pas avoir trop de latence, c'est compliqué. Donc, un exemple de use case qu'on pourrait avoir avec eux, c'est d'injecter toute leur data dans l'object storage. Donc là, en passant par l'API S3, ça scale, on met plusieurs terras dedans. Et par exemple, s'ils ont quelques modèles à fine-tuner toutes les semaines, tous les mois, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont en tête, de dire tiens, je vais lancer en parallèle tous les lundis matins, par exemple, un entraînement ou 5-6 entraînements en parallèle sur les GPU. Ce qui va se passer à ce moment-là, du coup, si vous voyez les 3 flèches orange, c'est que la data, elle va être loadée et mise en cache en fait dans un hébergement de stockage temporaire au plus proche des GPU. Donc là, les pétas en fait de datasets vont être accessibles facilement. Une fois qu'ils ont des modèles qui sont fine-tunés, qui sont entraînés, derrière, ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent les récupérer dans l'object storage, ils peuvent les exporter, ils en font vraiment ce qu'ils veulent. Ils peuvent les remettre dans une plateforme on-premise ou autre. C'est-à-dire qu'on peut faire en fait une seule partie de Deep Life, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire absolument toute la chaîne de ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'ils ont potentiellement un outil SaaS en ligne, etc. Mais ils pourraient faire que l'entraînement. Ça, c'est un exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est donc la performance du stockage et le fait qu'on peut paralléliser. Ils peuvent dire avec une ligne de code en bash pendant une boucle for, voilà, etc. Et derrière, ça lance une dizaine d'entraînements à la suite. Ça, c'est totalement pesable et on perd pas plus cher en lançant 50 GPU pendant 1 heure que 50 heures de 1 GPU. C'est-à-dire que le prix, il est fixe à l'heure, donc vous pouvez paralléliser. Ça coûtera pas plus cher que de faire du séquentiel. Ça, c'est le premier use case. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer au deuxième que j'ai rencontré du coup il y a 2 semaines, je crois, Letria. Letria, qui est une startup spécialisée dans le NLP et dans le texte, l'analyse de texte. Ils sont français et ils proposent des API pour différents besoins d'entreprise, typiquement des besoins métiers, l'analyse de sentiments, la classification de documents, voir si les CV que vous rentrez dans une base de CV pour recruter sont, il y a du matching qui se fait. Et eux, leur valeur ajoutée, en fait, c'est qu'ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font, puisqu'ils font des entraînements intensifs et ils ont l'expertise humaine. Aujourd'hui, du coup, quand on utilise leur produit, il est bien meilleur en termes de compréhension et de classification que des produits entre guillemets sur étagère qui sont entraînés de manière assez entre guillemets standard de chez Google ou de chez Amazon. Donc n'hésitez pas à tester sur leur site parce qu'ils ont une Ouais. démo. Ils sont très forts Letria.com. sur la sémantique du langage, en Ouais. fait. Hein. Et en particulier, le français, ils ont fait un travail de dingue comparé à d'autres types de NLP de ce genre-là. Tout à fait. Donc là, sur leur site, on peut faire genre une phrase bonne ou mauvaise. On met des smileys, on met des phrases. Il va à chaque fois faire de l'analyse sémantique, etc. Expliquer les émoticônes, expliquer pourquoi c'est fait, et tout ça par API. Ils ont des plans. Du coup, il y a un plan gratuit, il y a un plan à 660 € par mois, je crois, et un plan on demand. Donc, c'est des offres SaaS, comme je disais tout à l'heure, avec des prix prédictifs pour certaines. Et leur challenge, c'est de dire, bah tiens, on l'a fait en français. Maintenant, il va falloir le faire dans d'autres langues. Trouver la même facilité de le faire pour d'autres langues. Donc ça va être des entraînements intensifs et ça va être du fine-tuning, j'imagine, à chaque fois que des nouveaux datasets vont arriver, puisque à chaque fois, ça nécessite des données pour être de plus en plus accurate. Donc là-dessus, j'ai imaginé un use case avec toute la chaîne.
comme tout à l'heure, on prend la data, on la stocke dans l'object storage. Une fois qu'elle est stockée, eux, généralement, c'est des data brutes. Par exemple, ça va être des transcripts trouvés, je dis n'importe quoi, mais typiquement des répliques de cinéma ou autre. Tout ça, on ne peut pas l'utiliser comme ça tout de suite. On ne peut pas du tout le faire. Donc, on va avoir besoin de processer la data pour la cleaner, pour la rendre interprétable. Pour ça, du coup, on pourrait lancer des jobs de data processing, donc c'est Apache Spark, à la volée, sur l'object storage, c'est-à-dire que la data ne bouge pas de l'object storage. Vous avez un point central qui est le storage, et derrière, on peut faire votre entraînement par-dessus. Une fois que c'est entraîné, vos data, l'output des data sont encore dans l'object storage, et derrière, on va pouvoir faire des entraînements dessus avec AI Training, et là, vous avez à la fin des modèles entraînés. Et vu qu'ils proposent des API entre guillemets pour les clients, ils pourraient également utiliser OVH Cloud ML Serving, qui est l'outil qui vous permet en quelques clics de prendre votre modèle, une fois qu'il est exporté, de dire tiens, ce modèle, je veux qu'il soit hosté, hébergé chez OVH avec une API. Et là, ensuite, une fois que c'est là, nous, on va scaler. S'il y a des clients qui soumettent des documents, ce genre de choses par API, en fonction de la charge, en fonction des triggers que vous avez mis en termes de capacité haute et basse, on va scaler le nombre de plateformes, le nombre de conteneurs, etc., le nombre de nœuds. En fonction des triggers et en fonction de la charge sur la CPU et la RAM, on va augmenter ou baisser. Et derrière, vos clients, du coup, on essaie de leur garantir justement le fait qu'il n'y ait pas de bottleneck, qu'il n'y ait pas de problème de latence. Et tout ça avec des outils de versionning, de monitoring de ce qui se passe. Ça, c'était le deuxième use case. Ils sont toujours sages, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à nous dire en tout cas si c'est clair ou pas clair pour l'instant. Ils sont carrément ultra sages. Ou alors c'est vraiment ce boîtier question qui est planqué. Non, normalement, à côté. Personne n'ose. Question. Bon, en tout cas, j'espère que c'est clair pour l'instant. Du coup, maintenant, c'est le côté c'est bien beau tout ça, mais comment on commence? Donc, petite intro, si tout se passe bien, vous avez créé un compte. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dans My Customer Account. Vous pouvez en créer 5 hein, si ça vous chante, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que vous avez un compte qui est créé, on a donc plusieurs univers, les serveurs dédiés, ce qu'on appelle le bare metal, le private cloud et le public cloud. Le public cloud, ça fonctionne par projet. Vous créez un projet. Donc là, j'ai créé un projet qui s'appelle New Data Project. Vous insérez, si vous avez un voucher qui vous permet de tester gratuitement, ou une carte bleue si vous avez une carte bleue, et vous avez le menu de gauche qui est classique. Donc le compute, c'est les machines virtuelles, le stockage, block storage, object storage qui nous intéresse, le réseau, les conteneurs, parce qu'on fait aussi des clusters Kubernetes managés qui sont validés par la certification CNCF. Si vous savez ce que c'est que du coup, c'est des clusters qui sont validés par la fondation Kubernetes, comme quoi on est totalement ISO par rapport à ce qui se fait à côté. Donc, si vous venez chez nous, pareil, vous n'aurez pas de problème de changer. Et là, il y a deux nouvelles rubriques qui sont apparues en un an, qui sont l'AI et le machine learning et data analytics. On n'en a pas parlé aujourd'hui, on a aussi des clusters Hadoop as a service. Donc tout ça, ce sont des services qui sont ici. Vous les sélectionnez, vous sélectionnez celui que vous voulez, et s'il y a besoin, à chaque fois, en fait, on a de la documentation qui est disponible, docs.ovh.com/ la langue que vous souhaitez. Et derrière, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme par exemple dans AI Training. Donc si je clique ici sur AI Training sur le menu, une fois que vous y êtes, vous avez un dashboard qui vous présente les informations d'usage, donc les jobs qui sont in progress, les jobs terminés, les jobs ratés, les utilisateurs que vous avez créés. Et vous avez deux choses intéressantes. La première, c'est comment installer la ligne de commande dont Guillaume a parlé tout à l'heure, le fait de faire tout en CLI. Et l'autre chose, c'est de le faire exactement la même chose, mais avec l'espace client, avec Launch a New Job. Quand vous cliquez là-dessus, vous dites, tiens, je veux TensorFlow, je veux des notebooks ou je veux ramener mon propre conteneur Docker, je veux autant de GPU, ça vous met le prix à la fin, vous cliquez sur Deploy et en 20 secondes, ça vous deploie ce que vous voulez. Par exemple, des notebooks avec PyTorch. C'est ce que je vais faire en démo juste après. Donc ça démarre tout de suite. Et derrière, voilà, c'est lancé. Si vous voulez l'arrêter, vous cliquez sur Stop. Si vous voulez en relancer 5, vous en relancez 5. Il n'y a pas trop de problème pour démarrer. Nous, il faut qu'on s'améliore sur les tutos. Si vous en avez en souhait, n'hésitez pas. On en a quelques-uns dans les sprints qui arrivent des équipes de Guillaume que j'ai demandé. On a des tutos sur le NLP, des tutos sur les chatbots, tout ce genre de choses. Mais si vous en avez des particuliers qui vous intéressent, des cas de figure, migration de Kubeflow à chez nous, je sais pas quoi, comment gérer les gros datasets, n'hésitez pas. Si vous avez des choses où vous dites je suis bloqué, déjà contactez-nous et ensuite on peut faire les tutos. On est là pour ça. Tout à fait. Voilà. Et si vous souhaitez juste tester la solution,
aussi, vous pouvez nous contacter et on pourra vous envoyer des vouchers. Il n'y a pas du tout de souci. La solution est encore en phase de bêta, qui nous permet aussi d'itérer très rapidement et ce qui nous permet aussi de comprendre le besoin client et d'ajouter les fonctionnalités qui sont justes. Ce qu'il faut voir au travers de tout ce qu'a présenté Bastien aussi, c'est que là, en fait, on a travaillé sur ce qu'on appelle une brique de base, en fait, enfin, selon nous, qui est quand même une abstraction assez haute, mais qui reste un fondamental, en fait, dans le monde de l'IA. Et c'est ce qu'on souhaite plutôt co-construire et pas juste donner la vision d'OVH. Non, c'est vraiment construire une solution, en fait, qui permettra, en fait, à tous les acteurs, en fait, de déposer leur plateforme, mais aussi en tant qu'utilisateur et en tant que personne qui propose une plateforme dans l'univers AI Solutions. Tu vas nous faire la démo du coup, Bastien? Bah ouais. Alors, du Juste coup, dans les commentaires, on n'a pas une question, mais en tout cas, on a un des on a Deep Life avec nous. voilà, Deep Life, qui nous dit qu'il est très content de la V1 qu'on vient de lui faire et que c'était très intéressant. J'espère que je n'ai pas raconté de bêtises. Non, bah écoute, ça avait l'air d'aller. Et sinon, on a quelqu'un d'autre qui nous met, on a fini notre alpha jeudi, on est sur les rotules, on va très bien commencer l'évaluation. Deep Life aussi, ouais. Donc c'est tout voilà. à fait. Ouais, Ils reviennent ça, bien faire des nous produits dire. intéressants. Bah ouais, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents pour travail. présenter même leur projet aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on fera une session de rattrapage avec eux. On sera ravis de présenter ce qu'ils font et de voir comment on travaille ensemble. Carrément. Allez, vas-y. Ben, du coup, j'espère que je n'aurai pas d'effet fail pendant la démo. J'ai cherché dans ma tête, donc Fanny, tu parlais de l'effet Bonaldi, mais je pense que c'est pour les plus de 30 ans. Mais je cherchais l'effet Bonaldi pour les moins de 30 ans et j'ai pas trouvé. Je sais pas. Ça va de génération en génération. Je crois que tout le monde connaît Qu'est-ce que j'ai mais dans la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on dit à part Bonaldi dans la nouvelle génération? Je sais pas. Bon, écoute, je saurais pas dire un truc qui a failé, alors je sais pas. Voilà, alors, ne plante pas, ne crache pas tout. Bon, alors c'est assez simple en fait, je vais juste vous présenter le classique. Donc là, l'object storage, je pense que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne par container. Donc des conteneurs, vous en créez comme ça ou par API, encore une fois via S3 ou via Swift. Une fois que vos conteneurs sont créés, vous pouvez uploader à l'intérieur des objets. Donc là, par exemple, j'ai dans le conteneur qui s'appelle Hugging Face Torch, j'ai un modèle dans un dossier qui s'appelle QA pour Question Answering, un modèle que j'ai exporté qui fait 250 mégas. Voilà, donc là-dessus, c'est un conteneur. C'est-à-dire, c'est du classique. Je vous les montre parce qu'on va s'en servir dans les produits qu'on va voir après. Donc là, j'en ai plusieurs. J'ai un conteneur qui s'appelle Notebook aussi, où j'ai à l'intérieur deux notebooks, deux IPNB, deux notebooks Jupyter dont je vais utiliser dans mes démos. Donc, j'en suis là. Maintenant, je vais dans AI Training, qui est sur le côté. Là, j'ai un dashboard où j'ai la chose qui se passe aujourd'hui, qui est qu'est-ce que j'ai dans mon dashboard. J'ai 4 utilisateurs qui sont ici avec leur nom. Je peux les gérer à cet endroit-là. Ce sont les utilisateurs du projet en entier. C'est des utilisateurs OpenStack qui sont en fait valables dans tous les autres projets. Et quand vous les créez, vous avez des rôles. Donc vous allez soit admin, soit juste object, soit juste network, soit AI training. Donc vous créez des rôles ici. Et là, on voit que j'ai un job en progression et on va en lancer un nouveau. Launch a new job, je clique ici. Tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est fait par CLI, donc je présenterai le CLI si j'ai le temps après. On sélectionne la localisation, sachant qu'on arrive au Canada en février, si je ne dis pas de bêtises. On sélectionne un framework, donc on a mis les plus connus, MXNet, FastAI, PyTorch, TensorFlow 2 pour l'instant, Hugging Face avec Transformers, et une image en fait qui contient absolument tout. Donc c'est un hommage à Seigneur des Anneaux, one image to rule them all. Et derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans l'image, on vous fournit également du notebook et du Jupyter Lab ou du VS Code. Donc là, par exemple, je vais prendre du TensorFlow. Et si vous dites, tiens, mais en fait, non, mais moi, j'ai pas envie de vos trucs, là, j'ai envie d'un truc perso, vous pouvez mettre custom image et là en fait c'est le lien vers un repo qui est privé au public mais qui est ailleurs, donc GitHub ou autre. Derrière vous mettez ça et si vous allez d'ailleurs sur GitHub, sur Docker, sur le repo VHCOM sur Docker, vous verrez que c'est celui-là qu'on utilise en fait pour nos images parce qu'elles sont hostées sur un repo public. Et ce qui est vraiment intéressant justement dans le fait d'hoster sur un repo public, premièrement, c'est justement qu'on montre en fait ce que contiennent nos images, c'est-à-dire il n'y a pas de loup caché. Mais en plus, en fait, imaginons que moi je veux prendre l'image TensorFlow
et que je souhaite ajouter un composant en fait un peu complexe à manipuler, je le fais directement. En fait, je vais récupérer l'image TensorFlow, je vais la modifier, et puis je vais l'envoyer chez moi, et puis je vais pouvoir la réutiliser ou je vais la repousser sur Docker Hub. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais, parce que c'est très très simple en fait. Je poule l'image de base qu'on a, je la modifie, je rajoute les composants dont j'ai besoin et je la réexporte en fait dans mon compte. Yep. Donc là, je prends TensorFlow, dans mon cas, je vais attacher des volumes de données et à chaque fois, par exemple, le notebook, je vais dire qu'il doit les monter en fait, et ils seront accessibles via mes notebooks. Je vais les appeler notebook, comme ça ce sera facile. Et je vais en mettre en permission read-write. Et l'idée généralement, c'est que vous mettez en read-only les data que vous voulez en input et vous créez un notebook en fait, enfin vous créez un deuxième conteneur pour l'output, c'est-à-dire quelque chose qui va être la sortie. Et lui, vous le mettez en read-write. Comme ça, en fait, vous vous trompez pas entre vos données à utiliser et vos données où vous allez avoir vos résultats. Et ce qui est cool avec ça, si vous avez connaissé d'autres solutions type Lambda ou autre, c'est que vu que la data elle est détachée des GPU, vous pouvez totalement supprimer vos GPU, mais conserver vos données. OK ? Et pourquoi justement, Bastien, on monte comme ça des volumes de données au-delà de l'aspect pratique, c'est-à-dire de dire j'ai un object storage et je vais utiliser ces données-là, donc ça c'est plutôt cool. Ces conteneurs, en fait, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur et comme je l'expliquais tout à l'heure, on va le mettre en cache temporaire au plus proche des GPU pour améliorer la performance. C'est-à-dire qu'on va aller, je vous passe les détails techniques à moins que tu vas en donner, Guillaume, mais on va aller loader ça au plus proche des GPU parce que justement, si on passe par des centaines, par des liaisons avec du réseau, etc., qui est trop, entre guillemets, alambiqué, on perd en performance en latence. Tout à fait. Et en fait, l'idée de base qu'on a eue en fait en créant cette liaison-là entre le GPU et un stockage en fait que je vais appeler très très rapide, c'était d'optimiser en fait les traitements derrière, parce qu'il paraît nécessaire en fait quand on prend une machine qui est très très puissante avec un GPU très puissant, on doit avoir le storage qui va avec. Et c'est ce qu'on fait en fait. Derrière, nous on a un cluster CFFS. Je pourrais rentrer dans les détails après si vous voulez. Je pense que c'est pas l'objet là. Avec des NVMe, ça coûte très très cher. Enfin, voilà, pour être tout à fait transparent. Et ce prix-là, en fait, on le garde pour nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas en fait retranscrit dans la facture. C'est un élément de notre infrastructure qui permet d'optimiser en fait la gestion des GPU et la ferme de GPU. C'est-à-dire que c'est nous qui chargeons, qui loadons sur le CFFS, qui renvoyons les données. Mais c'est totalement transparent. Et surtout dans le but d'être vraiment très très performant. Je te laisse on compte sur Deep Dive justement pour devenir notre bottleneck et nous tester. On verra bien si y arrivent. Voilà. Et non, ça ne se base pas sur OpenIO, cette solution. Aujourd'hui, en fait, l'object storage qui est ici, on va faire également plusieurs offres d'Open Storage Premium. En fait, pour l'instant, le nombre d'IOPS Object Storage, on veut l'augmenter avec les offres OpenIO, mais ce n'est pas encore le cas. C'est prévu pour une bêta en avril. Donc, je termine ma démo, on attache des deux volumes de données, enfin on les load, on va changer ce petit wording. On peut ajouter des lignes de commande en option s'il y a besoin, si on fait du conteneur précis. Et c'est ici que ça devient intéressant, c'est que dit tiens, voilà, il va s'appeler avec ce nom-là. Bon voilà, c'est un nom généré automatiquement, vous pouvez le créer vous-même si vous voulez. Vous sélectionnez le type de GPU, pour l'instant on n'en a qu'un seul, c'est du V100S, donc du NVIDIA, et là le nombre. 1, 2, 3 ou 4 par job, c'est-à-dire que ça va de 1,75 €, ça bouge directement à droite ici jusqu'à 7 € si vous en mettez 4. J'en mets 2 par exemple. On clique sur Next et là on a un récap de ce qu'on va faire. On lance cette image dans telle région avec 2 GPU, ça me coûte 3,50 € de l'heure. Et si j'avais voulu faire exactement la même chose avec le CLI, ça m'auto-génère la commande que j'aurais dû faire en CLI. Donc c'est du classique, faut installer le CLI qui s'appelle OVHA. En fait, on fait un job run, GPU 2, on lui met un nom, on lui dit le volume, là j'en ai mis 2, et on lui dit quelle image. Et c'est fini. Ça se fait via CLI ou du coup ici via espace client. Je clique sur lancer. Là, on voit tous les jobs que j'ai lancés récemment. Ça m'a mis dans l'onglet job. Et si je clique dessus, je vais avoir le détail. Le détail, c'est quoi? C'est le nom du job, sa création, la timeline. Et là, vous voyez qu'il est en mode startup. Ça veut dire qu'il est en train d'être lancé. Et dès qu'il va être lancé, je vais avoir accès au conteneur que j'ai choisi de mettre en place. Dans mon cas, j'ai choisi un conteneur proposé par OVH qui était TensorFlow avec des notebooks. Donc là, ça y est, voilà, ça a démarré à 11h05 et 53.
et ça a fini à 11h06 et 17. Donc ça a pris une vingtaine de secondes. J'ai 2 GPU plugués sur des notebooks. J'ai 2 liens intéressants qui sont apparus. Un HTTP Access ici pour accéder au notebook et la ressource détail qui est en fait des dashboards Grafana. Je vais d'abord accéder ici au notebook. Donc j'ai le choix entre VS Code et JupyterLab. Les deux sont inclus. Pour pouvoir y accéder, bien sûr, il faut être autorisé. Moi, j'ai accès parce que j'ai un utilisateur et que je l'ai déjà enregistré entre guillemets. Et là, vous avez accès en fait à un environnement TensorFlow avec 2 dossiers qui sont les 2 dossiers que j'ai montés tout à l'heure en fait en Object Storage. J'ai Notebook et Output. Donc, si je clique sur Notebook, je retrouve mes objets que j'avais dans l'Object Storage tout à l'heure. J'ai bien sûr accès au terminal. On va vérifier qu'on a accès à tout ça. Donc, vous voyez, on a bien TensorFlow. Donc maintenant, si je fais un test de GPU basique avec TensorFlow, là, je crois que j'ai installé GinFace pour faire du texte. Non, même pas celui où je faisais un test. Donc là, ça me fait un petit test en fait tout bête, c'est-à-dire que ça génère en fait sur du GPU des convolutions. Donc là, on voit que le GPU il est plus rapide 31 fois, quoi. Donc là, c'est du basique. Si derrière on augmentait le nombre de runs, etc., on verra la différence pour aller voir dans les stats à quel point ça augmente. On va augmenter seulement le GPU. Le but du jeu, c'est de montrer que le GPU fonctionne. Donc si je retourne maintenant dans mon espace client pour aller voir le ressource usage, ici, j'y suis. Là, en fait, on va avoir accès au graphique de tout ce qui se passe en termes de GPU usage, mémoire, CPU, mémoire et réseau. Donc là, on a accès à tout ce qui est données. Donc, ça, c'est un job. J'aurais pu en lancer 15, j'aurais pu en lancer un. Et si je n'ai plus envie, je clique sur Stop. Et là, il va me dire, est-ce que vous voulez vraiment l'arrêter parce qu'il était en progression? Oui, je confirme qu'il est sur Stop. Et voilà, j'ai consommé à la minute de GPU. Ça va me coûter quelques centimes, j'ai testé. Et bien sûr, je pourrais le faire avec le CLI ou avec d'autres choses, quoi. Donc là, je vais essayer de partager le CLI rapidement. Si je peux partager le CLI, est-ce que je peux? Ouais. Voilà, est-ce que vous voyez mon CLI? Ok, bah là en fait j'ai installé et je fais un job ls. En fait, job ls, ça me permet de voir en fait directement ce qui est en cours de se passer. Donc là on voit qu'il y a un job qui est en train de s'arrêter et il y en a un qui est en train d'être runné actuellement. Voilà. Et si je faisais un OVH AI, on voit que j'ai beaucoup de choses qui sont possibles. Je peux bien sûr upgrader le client quand il y a besoin, mais je peux relier des registres, je peux lancer des jobs, je peux loader des datas, les uploader directement. Ça, c'est vraiment pratique. C'est que même les datas, on peut les loader directement dans l'Object Storage avec ça. Donc ça, c'est très pratique. Comme disait Guillaume, on va l'open sourcer. Donc là, le CLI, j'aurais pu lancer, vous voyez, un nouveau job directement avec un job run. Et après, derrière, il va me dire que j'ai pas les éléments, puisque j'ai pas d'image en tête. Mais tout ce que j'ai montré maintenant, on peut le faire via cette ligne de commande. Je repasse sur Firefox. Donc là, j'ai lancé des jobs. Imaginons maintenant que j'ai un job où j'ai fait quelque chose avec un modèle, j'ai exporté mon modèle et je veux le mettre en production. Donc là, on va passer sur l'outil suivant qui est, je vais peut-être zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, sur ML Serving. C'est donc dans le menu de gauche, ici, il y a le produit Machine Learning Serving qui fonctionne sur le même Object Storage. Première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle un namespace. Un namespace, c'est quoi? C'est une isolation, on va dire, software qui vous permet de dire, tiens, ce namespace, il est relié à tel conteneur d'Object Storage. Donc, on crée un namespace. Derrière, on lui dit à quel endroit on veut le mettre. On lui met un ID. Donc là, on va l'appeler Startup, par exemple. On lui crée un point d'Object Storage qui est existant ou on en crée un nouveau. On va dire, tiens, je veux le relier, par exemple, je ne sais pas, allez, on va mettre GinFace Torch. Hop, on clique sur Send. Et là, on arrive dans une interface qui me permet de déployer des modèles en production. Déployer des modèles ou lister des modèles. Donc là, en cliquant sur déployer un modèle, on va me permettre de déployer un modèle customisé, c'est-à-dire à vous, ou un modèle prédéfini. On avait pour ambition en fait de créer des modèles prédéfinis pour que des clients puissent justement s'amuser avec l'AI, avec des choses type Hugging Face, avec de la colorisation d'images, ce genre de choses. Pour l'instant, le catalogue n'est pas très fourni, il n'y a que de l'analyse de sentiments ou ce genre de choses, mais ça marche bien. Je vais en faire un, par exemple, l'analyse de sentiments. On lui met un nom, on lui met French, hop,
on met de l'autoscaling si on en souhaite, c'est-à-dire le nombre d'instances qui vont démarrer au minimum et au maximum pour cette API précisément, donc maximum minimum 1, maximum 4 par exemple. Et on va dire, tiens, pour cela, je vais prendre les petites instances de type XS. Voilà, si je fais ça, du coup, par défaut, ça m'en déploie une. Et si on voit que la RAM et le CPU arrivent à 80% de ce qui était proposé ici, donc 2 Go de RAM et un CPU, si on arrive à 80% de leur charge, on va en déployer une deuxième. Ensuite, une troisième, une quatrième. Donc, si vous voulez tester le scaling, il n'y a pas à hésiter. C'est fait pour ça. Donc là, mon modèle, le premier, va être en déploiement. Je vais maintenant déployer un deuxième modèle, un modèle custom. Je clique sur Custom. Et là, je vais chercher le framework qui m'intéresse. J'avais, par exemple, de souvenir, fait un modèle en TensorFlow pour Hugging Face ou en PyTorch, je ne sais plus ce que j'avais fait. PyTorch, je crois. Derrière, on clique sur Next. On dit, tiens, tu peux trouver les dossiers compatibles. Non, c'était peut-être du... J'ai dit que c'était peut-être du TensorFlow. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je te laisse finir la démo. On a notre prochain invité qui est arrivé. D'accord, c'est bientôt terminé. J'en ai pour 5 minutes. OK. 5 minutes. Okay. Bah non, on te laisse dérouler, mais OK. on se sent passionné. Ah bah oui, en plus quand ça marche. Il n'y a pas d'effet démo. Ça, Donc là, marche voilà, toujours. j'ai deux modèles. Non, mais en fait, ça paraît bête ce qui est fait là, en fait, c'est-à-dire créer des API. Mais nous, on a eu les problèmes de beaucoup de projets qui étaient en interne, qui étaient faits chez nous, qui étaient super, mais qui sont restés dans un tiroir ou dans un notebook parce qu'on avait du mal à le déployer en production. Ça arrive tous les jours. Pouvoir le tester en 5 minutes, pouvoir voir les résultats, même avec une API toute simple, c'est juste génial. En fait, on a des équipes en interne sur la détection de la fraude, sur les consommations énergétiques, parce qu'avec 350 000 serveurs, on a des besoins d'AI tous les jours pour les forecasts d'énergie ou ce genre de choses. Guillaume pourra en parler mieux que moi. Avoir ce genre d'outils, ça aide considérablement. Et c'est pour ça qu'on est assez passionné, en effet. C'est vrai, en fait, que Bastien a tout à fait raison. En fait, on n'a pas bootstrappé en fait cette idée de faire les deux produits de zéro. En fait, on est parti de notre expérience en interne pour en fait délivrer ces deux produits. Et après, justement, c'est ce qu'on disait. En fait, on veut co-construire la suite des features, puisque nous en interne, on est vraiment dans une optique en fait de POC très rapide, 1-2 semaines. On POC un modèle qui résout une problématique. On regarde si c'est bien ou pas bien. Si c'est bien, on continue. Si c'est pas bien, on itère, on passe au prochain projet. C'est un vrai challenge en fait derrière l'IA globalement. C'est cette capacité à itérer très très rapidement, à montrer en fait les résultats de l'IA. Tout à fait. Prouver que c'est pour une société, c'est très important. Donc là, j'arrive avec le premier modèle qui est déployé. Ça a pris quelques minutes. Il y a une URL qui est son endpoint API pour lui. J'ai généré ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire on va dire une clé d'accès que je rentre une fois que je clique ici dans le password. Une fois que j'ai rentré cette clé, j'ai accès à un Swagger, c'est-à-dire une manière d'évaluer mon modèle en ligne. Donc il y a les calls API qui sont testables depuis mon espace client. Donc là, on met des phrases en français et normalement, si tout se passe bien, ça va me dire le résultat. Donc là, on met une phrase, on va dire positive, une phrase négative, on exécute. Ça me redemande mon password. Hop. Et derrière, on voit l'appel curl que j'aurais pu faire si j'avais voulu le faire moi-même. Et derrière, les résultats ici, positifs et négatifs. Donc ça, c'est, on va dire, tout bête, mais derrière, c'est beaucoup de travail si vous vouliez le faire vous-même, d'avoir ce genre d'API as a service. Et notre objectif maintenant, c'est de mettre des GPU également dans ça et d'améliorer le lien entre le training et le service. Voilà, j'ai terminé pour la démo. Il reste 2 slides, une sur l'open source et une sur comment nous joindre si on veut aller plus loin. Donc je repasse au slide et ensuite notre invité pourra prendre la parole si ça se passe bien. Alors, est-ce que vous revoyez mes slides si je fais ça? Ouais. Là, c'est bon. Parfait. On est bon? Alors Guillaume, tu voulais nous parler un peu de l'open source. Effectivement, en fait, l'open source, c'est quelque chose de très important. En fait, on l'a vu, on construit en fait nos solutions en nous basant sur des standards qui sont justement en grande partie dans l'open source. On l'a vu avec Jupyter, en fait, Notebook, on l'utilise. Mais on a une certaine vision en fait de l'open source et des valeurs en fait auxquelles on est attaché chez OVH. Si je devais rapidement en fait expliquer ce qu'on a fait avec le projet Jupyter, c'est on a travaillé avec eux depuis à peu près 2 ans. On a commencé en fait par hoster Binder gratuitement en fait pour aider cette fondation.
Et ensuite, là, dernièrement, à la fin de l'année 2020, en fait, on a hosté l'événement JupyterCon, qui est un événement mondial. Et si je devais en fait résumer en fait cet esprit-là, c'est qu'on ne souhaite pas en fait ponctionner la valeur de l'open source et en tirer profit. Non. Alors, premièrement, quand on peut, on aide les communautés open source. Ça, il n'y a pas de sujet. On le voit avec Jupyter et on le voit aussi avec OpenStack. Mais aussi, on va co-construire en fait cet univers. Bastien, on avait parlé rapidement tout à l'heure. En fait, notre public cloud est basé sur OpenStack. OpenStack, on va pas juste prendre le produit et dire super, on a les meilleurs, on utilise OpenStack. Non, pas du tout en fait. Pour avoir été à des événements OpenStack, en fait, OVH fait partie intégrante en fait des développements autour d'OpenStack et autour notamment de Swift. C'est-à-dire qu'on est un des très très grands contributeurs en fait à l'évolution de ce framework et de cette suite logicielle. Donc, si je devais résumer, globalement, en fait, notre lien avec l'open source, c'est de co-construire et d'aider les communautés open source. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'écosystème. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec les startups, c'est-à-dire qu'on va pas venir écraser une startup. Non, on cherche plutôt à la valoriser. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est permettre en fait aux communautés open source, aux startups, d'être hostées chez nous sur différents aspects. Premièrement, ça peut être de la marketplace parce que potentiellement, on n'a pas exactement les mêmes affinités d'un point de vue produit, d'un point de vue business model. Voilà, je vous passe tous les détails, mais venez discuter avec nous si vous avez des solutions. On va voir justement si on peut travailler ensemble et hoster votre solution sur de la marketplace ou plutôt directement hoster sur du AI Solution. Il n'y a aucun sujet. Mais voilà, on va valoriser en fait cet écosystème. On va valoriser les startups, l'open source et on va co-construire le truc et non pas écraser le marché en montrant oui on est les meilleurs, on a la solution en fait qui va résoudre tout. Non, pas du tout. Faut qu'on construise ça tous ensemble. Et si tu peux passer à la slide suivante, Bastien. Yes. J'ajouterais, Alors, on essaie aussi juste voilà. avant, on essaie aussi maintenant de comprendre en fait ce qui se passe dans les écoles. Si vous venez d'écoles récentes, etc., qui ont des programmes data, IA, etc., on en pour parler avec déjà la mienne, l'IMT, ou avec Epitech ou ce genre d'école. Avec En fait, comme Paris aussi et ouais, Polytechnique, on essaye vraiment parce de que mieux collaborer parce qu'ils sont biberonnés des fois un peu trop par d'autres. non, mais il y a tout à y gagner parce que nous, on est content déjà de les aider. Puis tout à fait, en fait, c'est que pour proposer une alternative et avoir des feedbacks, il faut les avoir à la source. Donc les étudiants et ce genre de choses, si vous voulez, en fait, si vous avez des contacts ou ce genre de choses, n'hésitez pas, pareil, à nous les amener. Voilà. Donc l'avant-dernière slide. Tu voulais en parler, du coup? Je pense que je peux en parler rapidement, mais la personne justement qui est la plus à même de présenter ça, c'est toi, parce que tu vas me dire. C'est moi. Donc, Tout à on a fait. parlé de l'open source qu'on supporte, qu'on met en avant dans l'écosystème, et en plus les startups. Et on se base justement sur ces briques-là aussi, nous, pour déployer nos projets. ML Serving, c'est un projet open source, je l'avais même pas mentionné. AI Training, c'en est pas un parce que, dans notre point de vue, en fait, c'est juste une agrégation de différents composants open source. Et aussi, ce qu'on fait, en fait, c'est que cette roadmap, en fait, qui va alimenter l'évolution et la construction de notre produit, elle est aussi open source. Et en fait, le meilleur feedback qu'on ait, justement, c'est nos clients, c'est les acteurs, en fait, qui vont nous dire, il nous faut cette fonctionnalité-là, il nous faut cet outil-là. Et justement, c'est le travail de Bastien, justement, qui va nous aider, en fait, à mettre en avant les fonctionnalités à développer, à nous dire, OK, les gars, il va falloir prioriser ça d'abord. Et après, ça, c'est plutôt mon rôle d'un point de vue technique de dire, OK, on va faire ça, comme ça va prendre tant de temps. Par contre, la priorité, elle est comme ça. On a une dépendance sur ce composant-là, mais ça, du coup, c'est moins rigolo et je vais pas en parler maintenant. Et si tu voulais ajouter Non, c'est quelque chose par exactement ça. rapport à C'est ça. que, en fait, c'est la roadmap non pas des produits data, mais du public cloud. C'est-à-dire que vous avez tout dedans. C'est réservé c'est en 3 projets dans GitHub. Le compute, storage, réseau, tout ce qui est data, et ensuite les conteneurs orchestration. Et en fait, je suis pas tout seul en fait sur le périmètre. Il y a moi, mais il y a aussi Maxime Hurtrel qui est mon homologue sur les conteneurs. Il y a Jacques Muret et Mathieu Pérez sur le compute. Et en fait, nous, on est voilà, on a vraiment en fait besoin de savoir qui veut quoi, quand, pourquoi. On fait donc des sortes de petites cartes à chaque fois pour chacun des projets. Et ça marche bien vraiment pour l'instant avec le périmètre compute et Kubernetes. C'est pas encore, il n'y a pas beaucoup de choses à part database qui sont arrivées des clients, mais vous pouvez en fait réagir à ça
commenter ou liker, ce qui fait qu'on peut voir les votes et quand il y aura des choses qui bougent, si c'est priorisé, s'il y a des commentaires, vous pourrez les suivre. Par exemple, là, on parlait de l'Object Storage pour Deep Life, le projet OpenIO qui s'appelle High Performance Object Storage. Si vous suivez cette tuile, derrière, vous serez notifié quand il y a des notifications de type la bêta est ouverte ou autre. Donc, n'hésitez pas à créer s'il y a besoin de participer. Nous, on est là pour ça et c'est nouveau en fait pour nous. Donc, on cherche à améliorer l'adhérence en fait avec les startups parce que c'est vraiment là où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire. Et dernière slide, comment on reste en contact? Donc déjà, Fanny, je pense qu'ils peuvent te contacter quand ils le souhaitent, c'est ça? Exactement, il y a le site donc startup.ovhcloud.com où vous pouvez déjà vous inscrire au programme et être accepté sous 7 jours. Et puis après, de toute façon, je redonnerai mon mail aussi, mais je suis joignable sur tous les réseaux sociaux et tout. Dès que vous avez envie de rejoindre ou de poser des questions, je suis là. Il n'y a aucun souci. Et Voilà. tous les crédits alloués aux donc, startups sont disponibles pour l'ensemble des produits public cloud, y compris tous ceux qu'on a montrés. Exactement. Voilà. Donc, de 10 000 à 100 000 euros de crédit sont en fonction de vos besoins. Un projet comme Deep Life, par exemple, consomme beaucoup et on essaye vraiment de l'accompagner au maximum. Il ne faut pas hésiter à nous demander et on vous accompagne là-dessus et sur la communication, mais aussi sur tout ce qui est transverse avec les équipes IA et tous les architectes de la boîte. On a des solutions d'architectes également s'il y a besoin de compréhension, parce que des fois, en fait, l'IA, c'est une partie, mais vous allez peut-être avoir déployé votre offre SaaS, etc. en entier. On a à peu près tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a des super références qui ne sont pas forcément connues du monde entier, mais voilà, au niveau hosting, ça commence à nous connaître au global. Voilà. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le Startup Programme, vous pouvez regarder notre webinar précédent qui date de la fin du début du mois, qui est déjà en ligne sur YouTube. Et puis on se reverra avec l'équipe IA dans un mois, là pour rentrer dans des trucs un peu plus techniques. Donc, si vous avez des idées, des questions, des demandes de démo, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer et on vous préparera cette session justement pour y répondre et rentrer les mains dans le cambouis et dans les lignes de code. On va rentrer dans la matrice OVH si on peut, en tout cas. Donc voilà, on attend toutes vos demandes. Merci beaucoup Bastien et Guillaume pour cette démo.